Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Mauni. Chenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La lutte contre la corruption, c'est le thème que nous avons choisi pour le grand dialogue de ce mercredi. La corruption, il en est justement beaucoup question ces jours-ci. D'abord avec ce rapport de l'ONG Transparency International qui vient de paraître. Selon ce document, 58% des Maliens affirment que la corruption a augmenté au cours des 12 derniers mois. Hormis ce rapport, un double événement met la corruption au devant de la scène. La journée mondiale de lutte contre la corruption célébrée aujourd'hui et le lancement de la semaine nationale de la lutte contre la corruption ici au Mali. La semaine peut donc juste être mise à profit pour tenter d'obtenir la réponse à un certain nombre d'interrogations. On peut par exemple se demander quelle est l'ampleur réelle de la corruption au Mali, pourquoi tant de corruption dans le pays avec tant de structures de contrôle comme le bureau le vérificateur général, la CASCA, le pôle économique, la section des comptes près de la Cour suprême, etc. Y a-t-il au Mali une volonté réelle de lutter contre la corruption? À ces questions et à bien d'autres vont donc tenter de répondre nos invités qui sont Ibrahim Kanté, il est économiste, il fut contrôleur d'État pendant 10 ans et est l'auteur d'un livre intitulé Les méandres profonds de la corruption démocrate de la Troisième Guerre mondiale. Il faut signaler que M. Kanté est aussi ancien conseiller à la Cour suprême. Nous aurons en ligne Sidi Soso Diarra, c'est l'ancien vérificateur général. Issa Koulibaly est ici dans ce studio, c'est le secrétaire général du réseau des jeunes des partis politiques et Adam Diko du Conseil national des jeunes du Mali est attendu également dans ce studio. Mesdames et messieurs, bienvenue. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Studio Tamani. Elle est sur toutes les lèvres, elle est présente dans toutes les sphères, elle donne des soucis à tous les niveaux. Elle a quelque part l'aide d'être invincible. En tout cas, jusqu'ici, elle, c'est la corruption qui ne cesse de gangréner le pays. On en parle beaucoup, mais le phénomène continue, prenant toujours de l'ampleur. Il y a eu beaucoup de rencontres sur le sujet, il y a eu les états généraux. On est à présent dans la semaine de la lutte contre la corruption. Alors, dites-nous, ça a vraiment un sens cette semaine en termes de portée? Je pose la question à M. Kanté, Ibrahim Kanté, qui est donc économiste comptable financier. Il a été contrôleur d'État pendant 10 ans. M. Kanté. Merci, M. Fomba. La semaine de lutte contre la corruption s'adresse à la conscience et à la raison de l'homme malien dans le cadre de l'éradication du phénomène. Cet homme peut être hostile au changement, immuable, conséquemment, il demeure corrompu. Il ne peut, en revanche, être changé si il participe aux pratiques corruptrices. Donc, les messages au cours de cet événement, qu'est la semaine de la corruption, doivent être diffusés, largement diffusés, et ne doivent pas se limiter uniquement à Bamako. Ça doit aller au-delà dans toutes les régions pour que ça puisse avoir un impact. Il y a eu plusieurs semaines de lutte contre la corruption. Au regard de ce qui se passe à l'heure actuelle, est-ce que ces semaines ont vraiment atteint la conscience et la raison de l'homme malien? C'est ça la question. Je vous remercie, je donnerai plus d'informations. Alors, nous avons donc en ligne Sidi Soso Diarra, il est ancien vérificateur général. Monsieur Diarra, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Dites-nous, monsieur le vérificateur général, la semaine de la corruption, ça vous dit quelque chose? Vous pensez que ça peut apporter quelque chose en matière de lutte contre ces phénomènes? Bon, à mon avis, en fait, c'est bon. Organiser une semaine ou une journée ou décréter qu'une année est une année de lutte contre la corruption, bon, ça peut plus servir à titiller les consciences, mais je ne pense pas que la solution réside dans ça, parce que c'est tellement profond que franchement,
on a besoin d'une stratégie globale. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, pour avoir une chance d'éradiquer valablement ce phénomène-là, je pense qu'il faut envisager de prendre toute une génération depuis le berceau et l'éduquer dans le respect de la chose publique. Et ce n'est qu'en créant cet homme nouveau-là de toutes pièces qu'on a un jour une pétition. Alors, allez-y. Bon, c'est bien, mais... Oui, allô? Allez-y, la ligne est bonne maintenant, vous pouvez continuer. Voilà, je dis que bon, c'est bien des initiatives comme ça, comme des journées contre la corruption ou des semaines contre la corruption, c'est bien. Mais en réalité, la vraie stratégie, là, c'est pas, à mon sens, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un problème de fond et qu'il faut attaquer à fond. Et je pense qu'on ne pourra y arriver que le jour où il y aura vraiment une génération qui aura été éduquée spécifiquement dans le sens du respect des choses publiques. Sinon, ce n'est pas possible. Et que, actuellement, quand on passe des messages comme ça, bon, les gens qui sont chargés de véhiculer ce message-là, eux-mêmes sont pris dans le système. Donc, franchement, je ne suis pas très optimiste par rapport à ça. Vous allez garder donc la ligne. Nous allons vous retrouver un peu plus tard, le temps de revenir dans ce studio pour nous adresser à Issa Coulibaly, qui est le secrétaire général du réseau des jeunes des partis politiques. Alors, Monsieur Coulibaly, qu'est-ce que vous attendez de cette semaine de la lutte contre la corruption? Merci, Monsieur Famba. À mon sens, la journée internationale, voire la semaine de lutte contre la corruption, a une importance capitale. Mais quand je constate les intervenants, certains l'ont minimisé, bon, c'est leur point de vue. Mais je pense que la lutte contre la corruption passe par un certain nombre d'étapes, dont l'étape de la sensibilisation. Mais en quoi cette journée est capitale? En quoi? Elle est capitale parce qu'elle permet de véhiculer ces messages, de sensibiliser la population à la base par rapport aux impacts, à l'effet que la corruption peut avoir sur leur vie au quotidien. Donc, ne serait-ce que cet aspect de sensibilisation-là, la semaine mérite d'être célébrée. Alors, monsieur le vérificateur général, vous êtes donc en ligne. Il y a eu les états généraux de la lutte contre la corruption il y a quelques années de cela. Est-ce que ces états généraux ont concrètement servi à quelque chose? Bon, mais vous-même, comme vous êtes dans le domaine des médias, vous avez les moyens de mesurer les retombées de ces états généraux-là. Moi, à mon avis, les retombées ont été plutôt décevantes parce que depuis que ces états généraux-là ont été organisés, est-ce que vous avez sincèrement l'impression que le phénomène de la corruption a diminué en intensité et en ampleur? On n'avait qu'à prendre tous les dossiers qui sont actuellement sur le devant de la scène. Donc, en termes d'ampleur, en fait, les États généraux n'ont rien modifié à l'ampleur du phénomène ni à l'intensité du phénomène. Monsieur vous avez eu à travailler sur beaucoup de dossiers. Alors, la suite réservée à ces dossiers, est-ce qu'elle vous donne satisfaction? Non, ça ne me donne pas satisfaction. Bon, on a toujours dit que la lutte contre la corruption, là, d'abord, c'est une question de volonté politique. Donc, l'aboutissement des dossiers, là, c'est un problème politique. Depuis on parle de ces dossiers-là, regardez quelle est la proportion des dossiers qui ont été suivis d'un effet concret. Franchement, quand on voit l'argent qui est investi pour investiguer, mettre à jour ces dossiers-là, chiffrer les dégâts, etc. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que les pouvoirs publics jusqu'à présent n'ont pas trouvé la bonne attitude pour transformer ces dossiers-là et leur donner vraiment l'aspect dissuasif qui était recherché. Ça, cet aspect dissuasif-là, au jour d'aujourd'hui, franchement, je reste sur ma faim. Est-ce qu'on peut dire, M. Diarra, peut-on dire que les différents rapports produits par vous, même par d'autres structures, n'ont servi qu'à étaler l'ampleur du phénomène, puisqu'il n'y a pas de suite? Bon, ça dit que c'était déjà un point de départ. Hein. Il fallait que la population voit quand même concrètement les dégâts que cause la corruption dans ce pays-là. Bon.
Ça, c'est une chose, mais il ne faut pas que ça reste uniquement au stade anecdotique. C'est-à-dire que ça aurait été bien si ça avait été suivi de mesures propres pas à endiguer, parce qu'il n'y a aucun pays du monde où on a supprimé totalement la corruption, mais au moins limiter l'ampleur du phénomène par rapport à notre création de richesse annuelle. C'est ça qui est dramatique au Mali. C'est que, si vous prenez la France ou les États-Unis, il y a de la corruption, mais par rapport à la création annuelle de richesse, ça reste extrêmement marginal. Ici, j'ai malheureusement l'impression que, au contraire, la plupart des ressources qui devraient revenir à l'État, ça part dans les méandres comme ça de la corruption, quoi. Et tout le monde semble prendre ça comme une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Alors, Ibrahim Kanté, nous allons un peu revenir sur les états généraux de la lutte contre la corruption. Je crois que vous êtes un peu pour quelque chose, d'ailleurs, dans l'organisation de cet événement. Alors, les états généraux, est-ce que vraiment ça donne quelque chose de concret? Est-ce que ça apporte quelque chose à ce combat? Je vous remercie, M. Fomba. Les états généraux sur la corruption qui ont pris fin en 2008, on peut dire à ce jour que ces journées ont porté fruit parce que on a fait une évaluation à laquelle j'ai participé. C'était l'année dernière, si j'ai bonne mémoire. Le taux d'exécution des tâches assignées était satisfaisant par rapport aux objectifs majeurs à atteindre. Quand même, quand un phénomène comme la corruption est endémique, systémique, il ne faut pas s'attendre à une éradication overnight, du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Je crois qu'il faut savoir raison garder. On va petit à petit. C'est en ce moment, avec la sagesse, la force de la pensée est plus grande que celle des muscles. Oui, mais M. Kanté, il ne faut pas qu'on reste uniquement dans les slogans. Il reste beaucoup à faire. Moi, je vais vous donner certaines statistiques. Transparency International a classé le Mali 23e pays corrompu sur 53, sur 53 États en Afrique, et 115e sur 175. C'est pas honorable comme rang. Et la Fondation Frédéric Ebert a dit que 67% des Maliens estiment que la police est le corps le plus corrompu en République du Mali. Et concernant, pour revenir à ce que mon frère Sidi a dit, il y a le BVG en 2014, le Bureau de vérificateur général, a effectué 268 missions et transmis 48 à la justice. Pourquoi les 268 ne sont pas partis à la justice? Pourquoi 48 seulement? Je ne sais pas. C'est-à-dire la corruption, en réalité, les états généraux, je ne vais pas rentrer dans le déroulement et dans le montage du dossier, tout. Les états généraux ont atteint leur objectif. La mise en application dépend de chacun d'entre nous. Comme vous, les médias, vous êtes aussi largement aussi impliqués que les décideurs. Donc c'est comme si la phase théorique était bien exécutée. La phase théorique a été très bien exécutée et la phase pratique est aussi en cours. Alors, dans moins d'une minute, il sera 18h30. Nous allons observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, nous allons maintenant nous adresser à Issa Koulibaly, qui est le secrétaire général du réseau des jeunes des partis politiques. Alors, vous l'avez dit, la semaine de la corruption, selon vous, c'est quelque chose d'utile. Alors, je pense que votre avis, c'est la même. C'est pareil pour les états généraux de lutte contre la corruption. Vous êtes intéressé? Tout à fait. Avant même d'arriver à ça, je voudrais revenir un peu et faire un petit diagnostic par rapport à la corruption. Parce que la corruption, elle n'est pas qu'au niveau des institutions, elle n'est pas qu'au niveau des services publics, comme le vérificateur travaille. C'est-à-dire la corruption est à deux niveaux. À mon avis, le premier niveau, c'est le niveau sur lequel on doit beaucoup d'abord agir, et ensuite le second niveau. Le premier niveau, c'est la corruption qui peut être définie comme la corruption de survie, que moi j'appelle la petite corruption.
cette petite corruption, le citoyen lambda le vit en longueur de journée. Quand vous rencontrez un policier en circulation, vous n'êtes pas en règle, on sait la suite à donner. Vous partez à l'hôpital avec un enfant malade, le médecin traîne les pieds, il y a la suite à donner. Ainsi de suite. Cette corruption-là, elle est vraiment banalisée dans notre société. Et je pense que la sensibilisation est extrêmement importante à ce niveau. Maintenant, le second niveau qui peut être considéré comme la corruption quasi institutionnelle, qu'on peut définir comme corruption de profit, que j'appelle la grande corruption. C'est celle-là qu'on est en train de privilégier. Les États généraux, la semaine de la lutte contre la corruption, s'accentue beaucoup sur ça. C'est là qu'il y a souvent plus de la centaine de milliards de manques à gagner. Évidemment, par rapport effectivement à l'impact, à l'effet, cette grande corruption-là en fait plus. Mais cela ne nous donne pas pour autant le droit de laisser l'autre là, puisque c'est un combat qui s'inscrit dans la durée, qui s'inscrit sur l'ensemble du système social. Donc par rapport aux États généraux, je rejoins le professeur, Monsieur Kanté, oui. Monsieur Kanté. En fait, l'objectif de ces États généraux-là, c'était, comme son nom l'indique, de faire l'état du pays par rapport à cette question de corruption. De voir les tenants et les aboutissants et ensuite, à partir de là, de réfléchir comment y remédier à la question. Je pense que rien que ça, les États généraux ont atteint leur objectif. Sidi Soso Diarra est toujours en ligne. Alors, dites-nous, M. Diarra, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avait placé l'année 2014 sous les signes de la lutte contre la corruption. Est-ce que vous avez senti, la part du régime en place, une volonté réelle de faire face au fléau? Bon, c'est-à-dire que, personnellement, je ne peux me référer qu'aux indices qui sont perceptibles par le public. Donc, décréter que l'année telle est une année contre la corruption, dans le principe, c'est louable. Hein, mais en réalité, je vous dis, ce que nous, en tant que public, on perçoit, c'est que les dossiers qui arrivent à la surface, franchement, montrent une ampleur qu'on n'avait pas connue jusque-là. Donc, même si le slogan d'année ou de semaine contre la corruption aussi, c'est des slogans qui sont utiles parce que ça éveille la conscience, mais les principaux acteurs de la corruption, apparemment, ça ne les a pas fait changer et leur mode opératoire, en fait, gagne plutôt en efficacité. Donc, ça, c'est en tant que public, ce que je peux constater. Et encore une fois, on n'est pas dans un domaine où le spectaculaire apporte quelque chose. Bon, c'est vrai qu'il faut maintenir les consciences éveillées, mais nous sommes face à un problème de fond. Donc la volonté politique là doit se traduire par des mesures qui s'inscrivent dans la durée. C'est pas en 5 ans ou 10 ans qu'on va éradiquer de façon significative un phénomène comme ça. Moi, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé après avoir produit plus de 240 rapports et consacré 7 ans de ma vie à ça. Franchement, c'est un problème important et la façon dont on est en train de l'aborder, à mon sens, ce n'est pas la bonne voie. Parce que c'est des mesures ponctuelles comme ça, qui sont spectaculaires, c'est vrai, mais qui ne règlent, en réalité, qui ne règlent pas grand-chose. Oui. Donc, nous allons retourner dans ce studio. Monsieur Kanté, Ibrahim Kanté, alors, on a l'impression quand même qu'au sujet de la corruption, il y a beaucoup de discours, mais même peu d'actions concrètes. Bon, ce que le frère Sidi Soso, le grand frère, vient de dire, il faut vraiment le prendre en compte. Ça, si vous lisez la presse au quotidien en République du Mali, vous écoutez les radios au quotidien en République du Mali, ce que vous entendez effraie. Donc ça veut dire que le phénomène a pris une ampleur sans précédent. De l'indépendance à ce jour, il y a eu à peu près 6 générations de contrôle. La Première République a instauré un système de contrôle, la Seconde République a instauré un système de contrôle très rigoureux. Les autres qui sont venus après,
je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, ont institué des modes de contrôle. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la démocratie, la corruption a pris une ampleur sans précédent. Et c'est vraiment dommage parce que ça fait des ressources sont détournées de façon... c'est très difficile ce que nous vivons. Les antivaleurs de la démocratie se sont enrichis au détriment de la population. Et là, le prix à payer, la note est très salée. Et souvent même, certains qui, par excès de zèle, confondent la loi et la légitimité et pour en tirer leur profit. Mais bien sûr, je crois que je vous demande d'organiser un débat ouvert concernant les pratiques corruptrices. Là, ça me fera énormément plaisir de participer à ceci et parler vraiment à cœur ouvert. Je ne m'attendais pas aux questions que vous posez. Je suis pris un peu à défaut. Alors, je crois que nous aurons l'occasion d'organiser un tel débat dans les semaines, les mois à venir. Nous allons maintenant donner la parole à Issa Coulibaly, qui est le secrétaire général du réseau des jeunes des partis politiques. Alors, Monsieur Coulibaly, vous, la jeunesse, qu'est-ce que vous pensez des actions en cours contre la corruption? Est-ce qu'il y a suffisamment d'actions entreprises contre le phénomène? Non, il est évident que les actions entreprises ne sont pas suffisantes quand nous regardons l'ampleur du phénomène. Ça, c'est clair et il est indéniable pour tout le monde. Mais à partir de là, il ne faut pas aussi dire que rien n'est fait et que ce qui est fait, il ne fallait pas le faire parce que l'ampleur du phénomène doit nous permettre d'aller beaucoup plus au-delà de ça. Ça, je suis d'accord sur ça. Mais je pense qu'il faut jeter un regard sur les causes aussi de ce phénomène. Pour pouvoir remédier, il faut forcément jeter un regard sur les causes. La corruption aujourd'hui, c'est, comme je l'ai tantôt dit, c'est une banalité dans notre société. Cela est dû à quoi? Parce que, comme M. Kanté l'a dit, il y a eu une démission collective des Maliens. Il y a eu un relâchement total au niveau de la morale citoyenne. Hier, ce qui était considéré comme sacré, ce qui était considéré comme impensable dans les pratiques, aujourd'hui sont des banalités. Comme on le dit à l'époque, on disait, je m'excuse de parler à Mamara, mais qu'est-ce qu'on a fait de ce slogan-là aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on en fait? Il est extrêmement important de faire ce regard rétrospectif. Et ensuite, à partir de là, de voir ce qu'on peut faire. Et maintenant, à mon avis, la sensibilisation, forcément, il faut l'accentuer. Mais au-delà de la sensibilisation, il faut voir l'aspect, comme beaucoup l'ont souligné, le rôle de la justice. Le rôle de la justice est extrêmement important dans la lutte contre la corruption. Le vérificateur, tous les services de contrôle ont beau produire les rapports mettant en exergue la corruption à tel ou tel niveau. Si la justice ne s'en suit pas, on n'ira nulle part. Mais ça suffit. La justice seule aussi ne suffit pas. Et regardons un peu les conditions dans lesquelles sont nos travailleurs. Parce que la corruption, un agent public est tenté par la corruption si ses besoins fondamentaux, ses besoins vitaux ne sont pas satisfaits. Regardons un peu ce que nous donnons, quand je dis nous, c'est l'État, ce que nous donnons à nos agents publics comme salaire. À la limite, c'est des perdièmes. Il est clair que nous sommes dans une société de consommation où tout le monde rêve d'avoir une belle voiture, d'avoir une villa, d'envoyer ses enfants dans les grandes écoles. Mais avec quels moyens? Si les salaires sont dérisoires, il est clair que l'agent peut être tenté par d'autres voies non officielles et non légales pour s'enrichir. Donc cela pose la question des conditions de vie et de travail de nos agents. Alors, Sidi Soso Diarra, la question qui se pose à présent, faut-il peut-être donner plus de valeur au travail et revaloriser en quelque sorte le travail, mettre un peu plus à l'abri les travailleurs pour lutter contre la corruption? Oui, c'est clair que
le niveau des salaires de façon générale au Mali ici, en lui-même, est une source de corruption. Parce que si vous regardez par rapport à l'UMOA, en fait, on a un niveau de salaire qui est relativement faible. Et je pense qu'effectivement, un gros effort est à faire à ce niveau-là pour déjà mettre les gens à l'abri de la tentation. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui gagne 50 000 francs, qui a une famille à nourrir, on ne peut pas lui en vouloir il passe par le système D pour arrondir ses fins de mois. Donc il y a ce volet de la corruption-là, en fait, qui est pratiquement systémique, parce qu'on a un niveau, la rémunération du travail au Mali au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'elle a un niveau qui est trop faible par rapport au coût de la vie. Ça, c'est une constante. Bon, ça, c'est ce volet de la corruption, en fait, on sait déjà dans quel sens il faut aller pour atténuer, sinon supprimer ça totalement. Mais c'est pas ça qui fait le plus de dégâts, à mon avis. C'est la corruption en col blanc, là. C'est-à-dire, avant, quand les gens détournaient des millions, on était scandalisés. Les mêmes détournements aujourd'hui se chiffrent plutôt en milliards. Voilà. Donc, il y a une fuite en avant de cette criminalité en col blanc, là, qui doit trouver une solution, parce que, vous savez, l'État en tant que tel ne produit pas grand-chose. Ce sont les recettes via les douanes, les impôts, etc., qui alimentent l'État pour qu'il puisse faire son travail. Mais s'il y a des tuyaux qui canalisent ces ressources-là pour les amener dans les poches des particuliers, finalement, l'État ne fait plus rien. Le collègue tout à l'heure parlait de la justice. Effectivement, la justice, comme l'éducation, comme la santé, etc., pour que l'État puisse les faire fonctionner efficacement, il lui faut des ressources qu'il n'a pas. Justement parce que des gens, entre-temps, s'amusent à pomper ces ressources-là. Donc, je crois que, franchement, le niveau de revenus, c'est clair, hein, c'est important de le ramener à un niveau qui fait baisser les tentations de corruption. Bon, une fois qu'on a fait ça, déjà, ça résout tout un volet du problème. Mais, ce que je disais tout à l'heure, là, la solution, là, c'est une solution de fond. C'est un travail de très, très, très longue haleine. Donc, toutes les structures qui ont été mises en place, là, elles ont leur utilité. Mais ce que je leur reproche, c'est de travailler dans le court terme. C'est pas ça. C'est-à-dire, on ne va pas éradiquer la corruption, là, en quelques années. C'est pas vrai. Donc, ces structures-là doivent travailler vraiment dans la durée pour que on sache dans notre système éducatif, dans notre système législatif, etc., qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour qu'à terme, les citoyens prennent conscience que tout passe d'abord par le respect de la chose publique. Les deniers publics, là, franchement, c'est le bien de tous. Et c'est le jour où on apprendra à respecter ces deniers publics-là que le pays pourra se développer. Voilà. Bon, nous allons à présent suivre la réaction de l'économiste Ibrahima Kanté. Bon, le fonctionnaire, certains l'apprennent à leurs dépens, n'est pas du tout protégé dans notre système. Bon, la corruption engendre dans notre pays la misère. Et aujourd'hui, je peux dire que si le Mali n'était pas un pays corrompu, le problème de salaire se poserait autrement. La corruption dans tous les secteurs, les services au quotidien sont entachés de corruption. Les rapports entre les administrés et les administrateurs, tous les actes posés sont entachés de corruption. Malheureusement, il y a certains dirigeants qui ne tiennent pas compte des difficultés. Aucun fonctionnaire malien ne peut se faire une maison décente pour soi et pour sa famille. Aucun fonctionnaire malien, avec le salaire qu'il a, ne peut envoyer ses enfants, ne peut payer les frais d'études de ses enfants. L'État ne protège pas, l'État ne fait rien pour améliorer cette condition-là. Et seuls quelques privilégiés, des privilèges immérités du reste, et qu'on a fini par glorifier dans notre société, d'embarquement.
arrivent à avoir des maisons comme il le faut, et surtout comme il ne faut pas, parce que ça va au-delà des moyens. Même le Malien le plus riche, honnêtement, et le fonctionnaire n'est pas protégé. La corruption est à la base de cela. Je peux vous donner des exemples concrets. J'ai toujours dit qu'au Mali, nous produisons de l'or. Et j'ai toujours dit que le Mali n'est pas troisième pays producteur d'or. Le Mali est super pays producteur d'or. J'ai toujours dit au Mali que les prestations des sociétés comme Orange, comme Malitel et autres là, peuvent prendre en charge les salaires des Maliens. Vous savez, au moins 14 millions ou 15 millions de Maliens, dont 6 millions vivent à l'extérieur. Comment on peut ne pas prendre en charge les Maliens qui sont à l'intérieur? Ce n'est pas possible avec toutes les richesses que nous avons. Le problème est très profond. Vous posez des questions simples mais très complexes en réalité. Et je maintiens, et je le ferai par voie de presse ou par autre, là, je me manifesterai dans les jours à venir par rapport à certaines des pratiques. Et vraiment, il faut que tout le monde s'engage dans ce combat-là et ouvertement. Et je le ferai. Alors, nous nous intéresserons à ce que vous allez publier dans ce sens. Alors, Sidi Soso Diarra, au Mali, on a d'ailleurs effleuré un peu la question. Au Mali, ce ne sont pas les structures de contrôle qui manquent. Elles donnent des chiffres relatifs au manque à gagner. Elles épinglent des services. Ça s'arrête là. C'est comme le principe, les chiens aboient, la caravane passe. Alors, comment obtenir des résultats en maintenant ce cap? Ce genre d'attitude n'encourage-t-il pas donc la corruption, M. Diarra? Oui, bon, c'est clair que l'impunité fait le lit de la corruption, c'est clair. Donc, un des gros problèmes du Mali ici, c'est le problème de l'impunité. Donc, toutes les structures de contrôle là, font leur travail. Et ce travail-là n'aboutit pratiquement jamais. Bon, avant, on a dit c'est parce que les structures de contrôle dépendaient directement de certains ministres qui étaient juges et partis. Donc, on a voulu créer des structures vraiment indépendantes par rapport à l'exécutif et les deux autres pouvoirs. Mais bon, ça ne change rien parce que ce qui manque jusqu'à aujourd'hui, c'est la volonté politique. C'est-à-dire on peut faire tout ce qu'on veut. Eh ben, le stade ultime là, qui est le traitement, disons, judiciaire des dossiers, bon, tant que ce volet-là est négligé, en fait, tout ce qu'il y a en amont là, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, mais je reviens un peu sur les aspects, disons, des rémunérations. Le Mali, en fait, n'est pas un pays pauvre si on regarde, parce que si on regarde tout le potentiel qu'on a, ne serait-ce que sur le plan agricole et sur le plan minier, pour un pays de 15 millions de personnes, quand même, ce n'est pas la mer à boire. La situation n'aurait jamais dû être aussi dégradée qu'elle l'est actuellement. Bon. Alors, si les pouvoirs politiques ne prennent pas la mesure du problème, en fait, c'est une bombe à retardement. Parce que je vous dis, l'État est aujourd'hui dans une déliquescence assez marquée, tout simplement parce qu'il n'a pas de ressources, il ne peut pas faire son travail. Vous prenez n'importe quel secteur aujourd'hui, eh bien, les ressources dont dispose l'État actuellement sont ridicules. Et même ce niveau ridicule de ressources-là, il ne l'a pas. Tout part dans des circuits parallèles, etc. Donc ça, c'est un luxe qu'on ne peut pas continuer à se payer. Et puis on ne peut pas continuer à dépendre indéfiniment quand même de l'aide extérieure et être porté à bout de bras comme ça par la communauté internationale. Parce que je regrette, mais dans le monde, il n'y a pas que le Mali comme pays. Donc si on continue, les gens finiront par se lasser un jour. Et ça, vraiment, il est temps que ce problème-là soit pris dans toute sa mesure et dans toute son ampleur, et qu'on s'attelle à, encore une fois, une solution de fond. Ce n'est pas quelque chose qui peut être réglé le temps d'un mandat ou le temps d'une décennie. C'est un travail de très longue haleine, mais il faut commencer. Donc toutes les structures qui existent là, moi ce que je leur demande simplement,
c'est de commencer à poser des jalons pour qu'on puisse travailler dans la durée. Ce n'est pas le spectaculaire qui marche. Ça ne va pas, ça. Il faut qu'on pose les jalons pour que, dans la durée, ce problème-là, les citoyens prennent conscience de l'ampleur du problème et que cette attitude citoyenne-là de préserver les biens publics, que ça soit ancré dans la tête de chacun. Ça, on pourra s'en sortir. Sinon, autrement, on va continuer comme ça et un jour, les choses finiront par vraiment très mal aller. Quoi. Voilà. Donc, c'est un peu mon point de vue. Alors, cela est bien compris. Issa Koulibaly, alors des gens qui peuvent se permettre quand même de détourner des milliards, c'est quand même rien ne s'ensuit par sanction, c'est quand même un mauvais exemple pour la jeunesse, non? C'est clair, hein? Et nous, les jeunes, nous sommes les premières victimes de cette situation de corruption. Parce que quand un voleur à col blanc se permet de détourner des milliards qui ont été débloqués pour être investis dans un projet qui allait peut-être permettre de créer des milliers d'emplois, les jeunes, il est clair qu'ils n'auront pas ces emplois-là parce que l'argent a été détourné à d'autres fins. Ils pourront être amenés à s'exiler, à s'émigrer et au risque d'aller mourir dans les océans. Donc il est clair que ce phénomène-là, nous devons être à l'avant-garde pour la lutte contre la corruption. Mais la lutte contre la corruption, comme M. Diarra l'a dit, ça s'inscrit dans la durée. Le spectaculaire n'apporte pas beaucoup. Ça s'inscrit dans la durée, donc ça doit passer par des étapes. À mon avis, il doit y avoir d'abord des mesures préventives et ensuite des mesures curatives. Les mesures préventives, je vais peut-être donner 2-3 exemples. À mon avis, ça passe d'abord par l'enseignement même de la corruption et de ses impacts à l'école, pour permettre aux jeunes, aux enfants, dès le bas âge, de créer chez ces jeunes-là un sentiment de rejet de la corruption, de ces pratiques. C'est pour construire un citoyen nouveau qui va peut-être demain ou après-demain être un exemple. Ensuite, comme je l'ai toujours dit, la question de rémunération, elle est fondamentale. Hein? Vous gérez des milliards, vous êtes payé par un salaire dérisoire, il est clair que vous aurez la tentation. Donc l'État revoit vraiment le traitement des agents publics de façon considérable. Ensuite, les mesures curatives s'imposent. Du moment que ces mesures préventives existent, les mesures curatives, ça passe principalement par la justice. Qu'on renforce les structures de contrôle, les dispositifs de contrôle existants, et qu'on les permette d'ailleurs de faire aussi des contrôles a priori. Ces structures-là aujourd'hui sont beaucoup accentuées sur le contrôle posteriori, mais qu'on les donne la permission aussi, la latitude de faire des contrôles a priori, c'est-à-dire avoir un regard sur les passations des marchés publics et autres. Et ensuite, si X ou Y est épinglé, que la justice fasse tout simplement son travail. Alors, la justice, vous l'avez dit, monsieur l'économiste Ibrahima Kanté, la justice quand même a un rôle important à jouer dans le combat contre la corruption. Est-ce qu'on constate des failles à ce niveau ici au Mali? Bon, je vous remercie. Les acteurs principaux de la lutte contre la corruption, ce sont les agents chargés de contrôler les pratiques corruptrices. Ça peut être des auditeurs internes ou des évaluateurs internes ou des auditeurs externes. Il faut d'abord que ces gens-là soient de bonne moralité, qu'ils soient intègres, pour que le contrôle a priori, donc les auditeurs internes, et le contrôle a posteriori, donc les auditeurs externes, soient assurés comme ça se doit. Bon, tel n'est pas vraiment le cas, parce que le principe de l'homme qu'il ne faut pas à la place qu'il faut prévaut. Et je me rappelle avoir lu il y a très longtemps le discours de l'an 1 du président Modibo Keïta, paix à son âme. Il dit « Allez-y chercher le cadre patriotique là où il se trouve pour que le cadre patriotique. » Aujourd'hui, l'esprit de patriotisme a disparu. Vous avez beau enseigner l'éducation civique à vos enfants, l'amour, si le père est corrompu, s'ils ont vécu avec l'argent de la corruption, mais ils ne seront que corrompus. Moi, je pense que
la solution, je ne vais pas dire que c'est entre les mains de Dieu, mais il faudra trouver une solution le plus rapidement possible à ça. La justice, aujourd'hui, est autant corrompue que les autres secteurs. Les dossiers de justice, personnellement, chaque soir, j'ai des réunions chez moi sur les cas de justice de certains justiciables. On donne des conseils, on donne des orientations, mais vous ne pouvez pas vous fier aux notaires, vous ne pouvez pas vous fier aux huissiers, vous ne pouvez pas vous fier aux procureurs, vous ne pouvez pas vous fier aux juges d'instruction. Vous pouvez vous fier à qui? La justice est aujourd'hui vraiment très déplorable. Donc, tout ce qu'on peut faire au niveau de la corruption, il faut vraiment chercher à... Parce que les événements, comme l'a dit Sidi Soso, il ne s'agit pas de festoyer, il ne s'agit pas de faire des démonstrations, il ne s'agit pas de... Mais il s'agit de trouver des moyens pratiques. Et c'est tout de suite. On le fait soit tout de suite ou on disparaît. Parce que c'est la corruption qui engendre la misère. La misère engendre le terrorisme. Et le terrorisme, c'est une forme de corruption. Une fois de plus, ce problème est très, 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 très délicat. Si vous avez d'autres questions, moi, si vous avez... Voilà, nous allons donc rejoindre Sidi Soso Diarra. Nous parlons de la justice. Je ne sais pas si vous vous rappelez, alors, peu avant votre prise de fonction, c'était à Koulouba. Le président à l'époque disait que c'était difficile de lutter contre la corruption. Et puis il disait qu'on peut épingler quelqu'un, et les voisins savent qu'il a détourné, il construit d'énormes châteaux, il fait ceci, cela. Mais quand il se retrouve devant le juge, le résultat... On dit que le dossier est vide. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire qu'il y a problème au niveau de la justice, M. Diarra? Bon, je crois que demandez à n'importe quel Malien de la rue, il vous fera un point précis sur l'état de déliquescence de la justice aujourd'hui. Ça, c'est vraiment pas un mystère. Bon, maintenant, pourquoi on en est arrivé là? Bon, déjà, c'est vrai que les conditions dans lesquelles les agents de la fonction publique travaillent, souvent, matériellement, vraiment, c'est des conditions qui laissent à désirer. Donc la justice n'est pas à l'abri de ça. Mais ce n'est pas une excuse suffisante pour que les choses en arrivent là où elles sont aujourd'hui. Donc, que les magistrats vivent dans des conditions matérielles difficiles, c'est une réalité, mais ils sont à la même enseigne que tous les agents de la fonction publique de façon générale. Maintenant, on a atteint un niveau tel qu'aujourd'hui, on a cité les juges, on a cité même les auxiliaires, c'est-à-dire même les avocats aujourd'hui ne sont pas à l'abri de ça. Parce que comme le système est corrompu, je veux dire, tout le monde entre dans des processus de négociation. C'est-à-dire une affaire qui doit passer en justice aujourd'hui, souvent, ça se discute avant même l'audience. Les parties se mettent d'accord. Donc, qu'est-ce que vous voulez dans ces conditions-là? Quand quelqu'un a détourné des milliards, si vous voulez le faire passer en justice, il négocie comme tout le monde. Et comme lui, il a détourné 1 milliard, il a de quoi calmer les consciences des uns et des autres. C'est triste à dire, mais c'est ça la réalité. Donc, la corruption, en fait, elle a des conséquences vraiment dans tous les domaines. Dans le domaine de la justice, justement, c'est pas étonnant qu'on en arrive à la situation où on est aujourd'hui, qui se traduit par une impunité totale. Donc personne aujourd'hui ne craint la justice, en fait. C'est comme ça. Alors, je vous remercie, Sidi Soso Diarra. Je rappelle que vous avez été vérificateur général pendant un mandat. On vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. Et dans ce studio, il y avait Ibrahim Kanté. Il est économiste, comptable, financier, ancien contrôleur d'État. Il a été récemment conseiller à la Cour suprême. Je rappelle qu'il a même fait un document, un livre qui s'intitule « Les méandres profonds de la corruption démocrate de la Troisième Guerre mondiale ». Notre troisième invité était donc Issa Coulibaly. Il est le secrétaire général du réseau des jeunes des partis politiques. Donc, je vous remercie pour votre disponibilité. C'est la fin de l'émission mise en onde. Malik Kansaï, régie vidéo, Gagné Kanté, réalisation Ousmane Djadje Touré. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba. On se retrouve demain.
Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Maundi. Shenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.